Bonsoir chers architectes et bienvenue à l'épisode 27 de notre parcours de préparation à la certification. Et dans cet épisode, on va aborder la cascade CSS. J'espère que cet épisode ne sera pas assez long comme l'épisode précédent qui a pris pratiquement 1 heure de temps. Et bien évidemment, aujourd'hui, cette leçon sera consacrée à un concept aussi important que tout ce que nous avons abordé hier. Et le concept se résume à la cascade CSS. Et je dois rappeler que dans le dernier épisode, nous avons présenté les bases du CSS. C'était un épisode assez long parce que le CSS est le talon d'Achille de nombre de développeurs. Si vous faites un sondage sur Internet et vous demandez le concept ou du moins le langage le plus connu, vous verrez que c'est bien évidemment le CSS. Ce n'est pas facile et on l'a vu précédemment dans l'épisode précédent. Rien qu'avec les bases, nous avons mis pratiquement 1 heure de temps. Un format, une durée qui est assez exceptionnelle. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on va faire moins. Je l'espère. Et on va commencer tout de suite en présentant ce concept de cascade. Lorsque vous avez la définition du CSS en anglais, cela veut dire cascading style sheet et en français feuille de style en cascade. Donc le mot cascade figure bien évidemment dans la définition de CSS et cela a un sens et nous allons voir bien évidemment cela. Je dois toujours rappeler que tout ce que je produis comme contenu s'appuie sur le bootcamp en ligne gratuit de Odin Project. Donc bien évidemment si vous voulez aller directement à la source, vous pouvez aller sur le site de Odin Project et suivre le parcours de développement et vous aurez l'essentiel du développement web. Il y a bien évidemment d'autres bootcamps gratuits comme Free Code Camp que vous verrez très recommandé sur Internet, mais je trouve cela très lourd et je trouve le cursus bien orienté pour les développeurs web purs. Pour vous qui êtes ou qui aspirez à être architecte cloud, le cursus de bootcamp de Odin Project est de mon point de vue le meilleur. Ça c'est mon point de vue bien évidemment. Alors on va commencer très difficilement. J'ai beaucoup de peine à tenir le rythme. Vous le savez bien, je suis à l'épisode 26. Ce n'est pas du tout évident de tenir le rythme chaque jour. Et c'est pour cela que vous allez voir mes slides de présentation sont un peu comme des scripts que je tape parce que je n'ai pas le temps de faire des mises en page, des mises en forme. Parce que c'est très difficile de tenir un rythme de production, un rythme journalier de production. Donc, bien évidemment, c'est la discipline que je me suis donnée pour pouvoir atteindre mon objectif qui est de concevoir un contenu, un parcours pour les architectes cloud. Et je suis convaincu que l'année prochaine, à la lumière de l'expérience de tout ce que j'ai parcouru, je pourrais proposer quelque chose de plus soft et allégé et plus digestible pour vous. Donc nous allons commencer par le premier point. Cette leçon, voilà, m'excuser, sera organisée autour de 2 pôles. Le premier pôle sera la cascade du CSS qu'on va présenter. Le deuxième pôle, on va aussi aborder comment faire ce qu'on appelle l'inspection de votre code. Parce qu'il ne suffit pas seulement de coder. Vous pouvez coder et à la fin de votre code, le rendu n'est pas ce que vous attendiez ou qui est erreur. Et dans ce cas, il faut savoir comment faire ce qu'on appelle en programmation ou en informatique le débogage. C'est-à-dire savoir analyser votre code pour déceler les erreurs ou bien évidemment des lapsus que vous avez mis dans votre code, que ce soit au niveau de la syntaxe ou de la sémantique. Donc aujourd'hui nous allons commencer pour la première partie de cette vidéo avec la cascade CSS. Alors il faut savoir que lorsque vous avez les règles CSS que nous avons vu dans l'épisode précédent, vous pouvez saisir les règles CSS. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, une règle CSS peut avoir plusieurs déclarations et pour chaque déclaration vous avez une propriété, une valeur. Alors vous pouvez saisir des règles CSS qui rentrent en conflit les unes avec les autres, je veux dire.
et vous pouvez vous retrouver avec des résultats inattendus. Par exemple, vous prenez un sélecteur de paragraphe, vous définissez pour la déclaration une propriété color avec comme valeur rouge, red, et à la fin vous vous retrouvez avec des paragraphes qui n'ont pas de couleur rouge. Et c'est ce qui frustre énormément beaucoup de développeurs, et certains parfois se demandent si cela vaut la peine d'apprendre le CSS. Alors il faut savoir que au-delà de ce que vous saisissez dans le CSS, lorsque vous faites par exemple, vous établissez votre code HTML, ce rendu ici n'est possible qu'avec un style par défaut, ou du moins les styles par défaut qui sont définis par votre navigateur. Nous allons voir cela tout à l'heure. C'est pour cela que j'ai précisé, je vais reprendre mon texte en le lisant pour vous. Une exception ancienne à cette règle concerne les styles par défaut fournis par un navigateur. Ces styles par défaut varient d'un navigateur à l'autre, et c'est pourquoi vous avez par exemple des boutons qui ont l'apparence qu'ils ont, bien que nous n'ayons pas écrit les règles CSS pour les styliser. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Je vais aller dans ma deuxième page HTML et je vais inscrire un bouton là-dessus pour vous illustrer de quoi je suis en train de parler. Je vais aller ma deuxième page, c'est la page présentation. Je vais ajouter à ce texte, je vais ajouter ce que j'ai noté ici, un bouton, et vous allez voir comment le bouton va se présenter avec Google Chrome. Là, je vais copier ce que j'ai mis et je vais l'insérer ici. Et je vais insérer mon bouton et je vais enregistrer. Lorsque j'enregistre mon bouton, je peux ouvrir ma page. Ici, la page présentation que je vais ouvrir. Vous voyez, ce style-là, comme vous le voyez présenté, ce n'est possible que parce que il y a ce qu'on appelle un style par défaut défini par votre navigateur. Donc, votre navigateur vient avec des règles CSS par défaut, certaines règles CSS par défaut. Et c'est grâce à ces règles CSS par défaut que vous pouvez avoir cette présentation que vous avez pour les boutons. Si on part, par exemple, on reprend le même fichier, le même document HTML et on l'ouvre, par exemple, avec Google je vais dire au lieu de Google Chrome, je vais dire Firefox, Mozilla Firefox, puisque j'ai plusieurs navigateurs installés dans ma machine. Je vais ouvrir avec Mozilla Firefox pour que vous puissiez voir comment le même bouton s'affiche avec Mozilla Firefox. Je suis pas sûr que c'est la même présentation. Je le fais pour montrer la différence qu'il y a entre les styles par défaut des navigateurs. C'est déjà des, comment on dit ça, des styles qui ont déjà été préformatés, des règles CSS qui ont déjà été établies par défaut. Donc, je vais ouvrir cela avec Mozilla Firefox. C'est pour illustrer le concept, surtout ce que... Voilà. Vous voyez qu'avec Mozilla Firefox, regardez comment ce bouton est présenté. Et regardez un peu comment les choses sont présentées. Bien différent de ce que nous avons avec Google Chrome. Voilà la présentation avec Google Chrome. Vous voyez comment le bouton se présente avec Google Chrome. Et vous voyez, observez bien, je vais réduire. Observez. Voilà la présentation avec Mozilla Firefox. La présentation avec Mozilla Firefox. Vous voyez bien que la présentation est différente parce que les styles par défaut définis par les différents navigateurs sont différents. Donc, lorsque vous êtes en face des navigateurs, il y a déjà bien évidemment des styles par défaut. Et si vous voulez voir de quoi il est question, vous venez tout simplement, vous cliquez là, ce que je vous ai montré au départ dans le premier la première semaine outils de développement. Pour ceux qui se rappellent, lorsque j'ai présenté les outils de développement, j'en ai parlé et vous allez voir de quoi il est question. Cela prend du temps.
normalement, ça ne devrait pas prendre du temps. OK. Et ici, vous allez dans éléments. Si vous voulez voir les styles par défaut, vous cliquez dans l'élément en question bouton et vous voyez bien ici User Agent Style Sheet. Tous ces éléments que vous voyez ici, vous voyez bien qu'il y a un sélecteur bouton comme je l'ai présenté dans l'épisode précédent. Vous voyez bien qu'il y a un sélecteur bouton et puis il y a des règles qui sont définies. Voilà des déclarations. Il y a une déclaration ici avec comme propriété appearance et comme valeur auto. Donc, ce sont des règles CSS déjà définies pour l'élément bouton par le navigateur, pas par vous, par le navigateur. Et ce sont ces règles déjà définies qui permettent d'avoir cette apparence que vous voyez là-dessus. Donc, j'espère que cela est bien clair. Donc, si vous vous retrouvez avec un comportement inattendu, comme ce que nous venons de voir ici, là, vous vous dites, ok, mon bouton ne devait pas se présenter ici. Il faut savoir que c'est soit à cause de ce style par défaut, soit parce que vous ne comprenez pas le fonctionnement d'une propriété, ou vous ne comprenez pas ce que nous allons présenter maintenant, ce qu'on appelle la cascade. La cascade est ce qui détermine quelles règles sont réellement appliquées à notre code HTML. Il y a différents facteurs que la cascade utilise pour déterminer cela. Et nous allons voir pour cette vidéo 3 facteurs que la cascade utilise. La cascade CSS utilise pour déterminer quelles sont les règles CSS qui seront appliquées à notre code HTML. Et cela va nous éviter de nous retrouver avec des situations où on a un style, une présentation, une mise en page que nous ne reconnaissons pas avoir saisi. Alors, le premier facteur qui entre dans la détermination des règles à appliquer, les règles appliquées à notre code HTML, le premier facteur, c'est ce qu'on appelle la spécificité. Une déclaration CSS plus spécifique prévaudra sur les moins spécifiques. Alors, vous allez vous poser la question, c'est quoi? C'est quoi spécificité? Alors, la spécificité, comme son nom l'indique, quelque chose qui est spécifique, c'est quelque chose qui va dans les détails. Par exemple, un style inline que nous avons vu dans la vidéo précédente a une plus grande spécificité par rapport aux autres sélecteurs. Vous voyez un peu. Je vous prends un exemple. Si vous avez été très vigilant lors de mon ma toute dernière vidéo, vous allez voir par exemple, si j'ai défini pour les paragraphes, je dis ok, tous les paragraphes ou tout mon texte, par exemple, je prends le sélecteur universel que j'avais pris dès le départ, j'ai dit ok, tous les éléments auront la couleur rouge. Le sélecteur universel, je choisis, c'est étoile. Non, je vais étoile. Étoile. Et je dis ok, tous les éléments doivent avoir la couleur rouge, color red. Prenons un exemple pareil. Ok, tous les éléments de mon texte doivent avoir la couleur rouge en partir du sélecteur universel. Lorsque je vais dans mon texte, j'actualise. Qu'est-ce que je constate? Tous les éléments ont la couleur rouge, sauf quoi? Sauf un seul élément, cet élément-ci. Et cet élément-ci, vous vous rappelez bien, il se renvoie au sélecteur d'identité. C'est le seul élément qui n'est pas touché. Vous voyez bien, allons-y. Il renvoie au sélecteur d'identité. Ici. Non, pas au pas au sélecteur. Il renvoie plutôt au style, au CSS inline. Ici. C'est pas au sélecteur d'identité. Je me suis trompé. Il renvoie au sélecteur, au CSS inline. Donc le CSS inline, lorsque vous incluez le CSS dans l'attribut d'un élément, il est bien plus spécifique, donc il a plus de poids, plus de puissance et il n'est pas affecté malgré le fait que vous ayez sélectionné tous les paragraphes. Le seul fait de définir ce CSS en inline dans l'attribut de l'élément HTML fait qu'il a préséance, il a plus de poids que toutes les règles CSS que vous allez définir. Donc il brise
le sélecteur universel. Tous les éléments sont affectés par le sélecteur universel, sauf ce CSS inline que vous avez défini. Vous voyez bien, il n'est pas affecté. La couleur ne va pas changer. Tous les autres éléments sont en rouge, mais lui n'est pas affecté. Tout simplement parce que, bien évidemment, vous avez... il a préséance sur tous les autres éléments. C'est cela qui est bien dit ici. Donc, la spécificité est un des éléments qui définit quelle est la règle à appliquer lorsqu'il y a conflit. Il y a conflit, pourquoi? Il y a conflit parce qu'en établissant mon sélecteur universel, j'ai dit, ok, avec ce sélecteur universel, j'ai dit, tous les éléments doivent avoir la couleur rouge. Ça, c'est l'information qui est envoyée. Le CSS envoie à notre code HTML. Tu dois définir tous les éléments en rouge. Sauf que, au même moment que vous dites que tous les éléments doivent être définis en rouge, au même moment, il y a un CSS inline qui dit que okay, ce paragraphe-ci doit avoir la couleur blanche et l'arrière-plan noir. Mais comme dans la cascade, le facteur, il se retrouve avec deux règles CSS contradictoires. Alors, comme il se retrouve avec deux règles CSS qui sont en conflit, il doit définir quelle est la règle que lui doit appliquer par rapport à ce conflit. Comme il y a un CSS inline qui a été déjà défini et qui a préséance, qui a priorité, c'est d'abord celle-ci qui sera appliquée. Pour le reste, comme il n'y a pas d'élément inline, c'est le sélecteur universel qui a plutôt préséance. Donc c'est ce qui est bien défini ici. Une déclaration CSS plus spécifique prévaudra sur les moins spécifiques. Comme les signes inline ont la plus grande spécificité par rapport aux autres sélecteurs. Donc c'est ce que nous avons vu. Donc il y a une hiérarchie, bien évidemment. Sélecteurs d'idées qui sont plus spécifiques. Je vais effacer d'abord le sélecteur universel pour revenir à mon truc, à mon code HTML de base. Je vais actualiser. Et là maintenant, nous allons illustrer cela par des exemples. D'autres sélecteurs contribuent à la spécificité, mais nous nous concentrons uniquement sur ceux déjà mentionnés. Les sélecteurs d'idées, sélecteur le plus spécifique, sélecteur de classe, sélecteur de type. La spécificité, très important. La spécificité ne sera prise en compte que lorsqu'un élément a plusieurs déclarations contradictoires le ciblant. S'il n'y a pas de déclaration contradictoire, il n'y a pas de spécificité. Donc c'est comme un algorithme de décision. Donc lorsqu'il y a des éléments contradictoires, il doit bien évidemment prendre une décision. Un sélecteur d'identité débattra toujours n'importe quel sélecteur de classe, quel que soit le nombre de sélecteurs de classe. Le sélecteur d'identité le battra toujours. Un sélecteur de classe battra toujours n'importe quel type ou n'importe quel nombre de sélecteurs de type. Et un sélecteur de type battra toujours n'importe quel autre sélecteur moins spécifique. Donc il y a une hiérarchie. Lorsque le CSS a deux règles, alors s'il se retrouve pour les deux règles face à l'un qui a un sélecteur d'identité et l'un qui a un sélecteur de classe, bien évidemment, c'est le sélecteur d'identité qui vaincra. C'est pareil pour toute cette hiérarchie que vous pouvez voir. Et nous allons bien évidemment passer aux choses sérieuses en abordant des cas pratiques. Lorsqu'une déclaration n'a de sélecteur avec aucune spécificité plus élevée, une plus grande quantité d'un sélecteur battra une plus petite quantité de ce même sélecteur. Donc si vous vous retrouvez, ils ont les mêmes sélecteurs, c'est-à-dire par exemple ils ont tous les deux un sélecteur de type pour la même déclaration, et vous vous retrouvez dans ce genre de situation, celui qui a plus de sélecteurs en nombre de même nature battra toujours l'autre. Bon, dit ainsi, c'est assez difficile. C'est vrai que moi-même, lorsque voilà, je me retrouve devant un cours CSS où on épelle les choses ainsi, c'est plus difficile de prendre les choses en main. Et on va passer au cas pratique.
J'ai déjà fait pratiquement 20 minutes. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui sera pareille à celle de la veille. On va passer au cas pratique en nous basant sur le fichier HTML présentation. Je vais copier le HTML et je vais mettre la présentation pour que vous puissiez voir de quoi il est question. Je vais mettre cela à la suite. Là, vous avez un fichier HTML. Nous avons un cas pratique. Ici, il y a HD Curriculum. Je vais actualiser pour que vous puissiez voir. Dans notre fichier présentation, je vais fermer notre. Alors, vous voyez bien, il y a le texte. Alors, on va donc passer. Nous avons deux règles. Je vais copier les deux règles pour que vous puissiez voir. Et je vais le mettre ici à la suite. Je vais d'abord effacer ceci. Je vais mettre les deux règles. Dans la première règle, nous avons un sélecteur de classe, subsection. Et dans la deuxième règle, nous avons ce qu'on appelle un sélecteur, comment je vais appeler ça? Le mot m'échappe. Bon, dans l'exemple ci-dessus, les deux règles n'utilisent que des sélecteurs de classe. Mais la règle 2 est plus spécifique car elle utilise plus de sélecteurs de classe, de sorte que la déclaration est prioritaire. En réalité, les deux règles, la question que vous devez vous poser quand vous êtes devant une telle situation, c'est celle de vous demander, est-ce qu'il y a conflit ici? Bien évidemment, il y a conflit parce que vous avez deux sélecteurs. Vous avez min ici, min. Et vous avez, on peut voir hein, tout simplement de quoi il est question ici. Vous avez un sélecteur de classe subsection. Donc, ici. En sélectionnant ici, cela veut dire que tout ce qui est à l'intérieur, normalement, doit être de couleur bleue. Je pense qu'on a vu cela quand on a parlé de, si je me trompe, quand on a parlé de inhéritance, l'hérédité. Hein? Inhéritance, oui, l'hérédité. C'est-à-dire, lorsqu'un parent a un CSS qui est appliqué, les enfants bénéficient de ce CSS. Je pense qu'on a abordé ce point-là. À moins, non, on va l'aborder dans la suite. Vous voyez comment je me mêle les pédales. Allons-y avec l'exemple. Donc, lorsque vous avez deux règles, par exemple, pour ce cas, la première règle, c'est tous des sélecteurs de classe, mais comme l'autre a plus de sélecteurs de classe, il en a deux, il est clair que c'est lui qui va gagner. Et si vous allez vous actualiser, vous allez voir que notre titre 2 sera en rouge. Ah, j'actualise, rien ne se passe. Allons-y à la présentation. Oh, il n'y a pas le lien. Le fichier CSS. Si vous avez suivi bien l'épisode passé, vous verrez que lorsque le CSS est externe, il faut bien insérer dans la balise head une balise à fermeture automatique link avec bien évidemment dans l'attribut href on doit spécifier le style. Ok, je vais enregistrer. Je pense que ceci doit être l'une de mes plus mauvaises vidéos. Voilà, vous voyez bien, cela passe en rouge tout simplement parce que dans la déclaration il y a plus, il y a deux déclarations de classe, je veux dire deux sélecteurs de classe, et ici il y en a un seul. C'est pour ça que celle-ci, elle a été choisie par l'algorithme des décisions. C'est comme ça que vous devez voir ça. Donc, c'est ce qui est précisé ici. Les deux règles n'utilisent que des sélecteurs de classe, mais la règle 2 est plus spécifique car elle utilise plus de sélecteurs de classe, de sorte que ce soit plutôt la déclaration où il y a plus de sélecteurs de classe qui est choisi. Voilà. Donc, ce sont ces algorithmes-là qui sont très difficiles pour beaucoup de développeurs de saisir. Je vais prendre un autre exemple. On va prendre un autre exemple. Et dans cet exemple-là, on va aller dans notre CSS. Non, on va aller dans notre... On va effacer.
Et on va mettre un autre exemple. Dans cet exemple, si vous avez sélecteur de classe et sélecteur d'identité, et on va reprendre la règle, les deux règles CSS qui ciblent le même élément H2. J'efface. Le lien vers le fichier de présentation sera joint en bas de la vidéo, donc vous n'aurez aucun problème. Lorsque vous voyez cela, vous avez la première règle, c'est un sélecteur d'identité, et la deuxième règle, c'est un sélecteur de classe. Du moins, si on a deux. À votre avis, quelle couleur aura notre titre H2? Quelle couleur aura ce titre d'après vous? Si vous avez bien suivi le cours précédent, elle sera de couleur bleue parce que le sélecteur d'identité a toujours, quel que soit le nombre de sélecteurs de classe, même si vous avez 20 sélecteurs de classe, le sélecteur d'identité est toujours le sélecteur le plus spécifique. On actualise, il est bleu. Le sélecteur d'identité est toujours plus spécifique. Donc, la plus grande spécificité définit quel est le choix que le CSS va prendre. Donc, avec ces deux règles qui ciblent le même élément HTML, comme le sélecteur d'identité est plus spécifique, il aura bien évidemment la couleur bleue. Donc, je vais encore en dessous vous montrer la hiérarchie. Dans la hiérarchie de spécificité, vous avez le sélecteur d'identité qui est le plus spécifique. Et après, vous avez le sélecteur de classe. Après, vous avez le sélecteur de type. Donc, c'est une hiérarchie, bien évidemment, qui est respectée. Nous venons de le voir. Nous allons prendre un dernier exemple. Je vais copier HTML. Bien évidemment, je ne vais pas toujours le coller dans mon fichier HTML. J'efface ici. Et je colle, j'enregistre. Ici, vous avez, voilà, bien évidemment, je vais à l'intérieur ici, là, je vais inclure encore mon fichier H2 que j'ai appelé curriculum. Et je vais définir les règles CSS pour que nous puissions ensemble voir de quoi il est question. Alors, je pars dans mon... Je vais voir les deux règles. Alors, dans la première règle, nous avons à la fois un sélecteur de classe et un sélecteur d'identité avec deux déclarations. Une déclaration où l'arrière-plan est en couleur jaune, une déclaration où la couleur de la police sera bleue. Et une autre, nous avons la sélection de classe et un sélecteur d'identité. Alors la question que vous devez vous poser, quelles seront les déclarations CSS qui seront appliquées? Quelle est la règle CSS qui sera appliquée lorsque on la définit ainsi? Alors, je reviens à notre HTML. Vous allez voir quelle couleur aura curriculum vitae. Quelle sera sa présentation graphique? Est-ce qu'elle aura une couleur bleue? Est-ce qu'elle aura une couleur rouge? Est-ce que l'arrière-plan sera jaune? Nous allons aller actualiser pour voir ce que ça donne et puis revenir au texte. On actualise. On voit que elle a une couleur rouge et un arrière-plan jaune. Et on revient à notre règle CSS. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle est venue ici. Dans la deuxième règle, elle a pris la déclaration couleur rouge et elle est revenue dans la première règle. Elle n'a pas pris bleu, mais elle a pris la couleur jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a piqué dans un et elle a piqué dans l'autre. Alors la question que je vais vous poser, c'est pourquoi elle pique dans un et pique dans l'autre? Elle s'est basée sur quoi pour décider de faire cela? Reviens à l'explication. Dans cet exemple, les deux règles utilisent des sélecteurs d'identité et de classe, comme vous pouvez le voir. La première règle utilise à la fois sélecteur d'identité, ici subsection et sélecteur de classe. Pareil pour
la deuxième règle, qui utilise un sélecteur d'identité et deux sélecteurs de classe. Donc, les deux règles utilisent des sélecteurs d'identité de classe. Donc, aucune règle n'utilise un sélecteur plus spécifique que l'autre. De ce fait que l'une des règles est déjà un sélecteur d'identité fait que, bien évidemment, elles sont au même niveau. La cascade, donc, pour ce qui est du poids des sélecteurs plus spécifiques, elles utilisent tous les deux les sélecteurs d'identité. Donc, pour le CSS, il n'y a pas de... Ce n'est pas parce que il y a l'autre a deux sélecteurs de classe qu'elle est plus puissante. Non, ce n'est pas comme ça avec le CSS. La cascade, c'est donc, comme elles utilisent tous les deux les sélecteurs d'identité, elle ne peut pas décider à partir des sélecteurs d'identité. Elle ne peut pas décider à partir des sélecteurs. Donc, la cascade vérifie ensuite le poids de chaque type de sélecteur. Les deux règles n'ont qu'un seul sélecteur d'identité. Donc, et sur ce point, elles sont égales. Mais la règle 2A+ de sélecteur de classe. Donc, comme là, elles sont identiques, elles ont le même poids au niveau. Elles ont toutes les deux un seul sélecteur d'identité. Alors, elles descendent donc et constatent que la règle 2A+ de sélecteur de classe, donc la règle 2 a une spécificité plus élevée. C'est pour cela qu'elle prend donc cette déclaration-ci et elle attribue. C'est pour cela que vous voyez la couleur rouge. Bien que la déclaration color red est précise, la déclaration background color yellow sera toujours appliquée parce qu'il n'y a pas de déclaration conflictuelle pour elle. Très important. Il n'y a pas de... C'est là où certains ils sont assez désemparés de constater que l'algorithme de décision ne se fait que sur la déclaration conflictuelle. La déclaration conflictuelle, c'est au niveau de color. Là. Ce n'est pas au niveau de background color. Donc, le conflit sur ce qu'il fallait appliquer ne se passait que sur la déclaration color. Et une fois que ce conflit a été résolu, mais bien évidemment, les autres sont appliqués sans problème. Donc, c'est cette ambiguïté qu'il faut savoir gérer en ce qui concerne le CSS. Donc, vous voyez que moi-même, pour présenter ce cours, ce n'est pas du tout évident. Et c'est pour cela que cela prend du temps. Je suis déjà à 32 minutes. Donc, la remarque, lorsque vous comparez des sélecteurs, vous pouvez rencontrer des symboles spéciaux pour le sélecteur universel que nous avons vu tout à l'heure, ainsi que pour les combinateurs. On a vu ça dans l'épisode précédent. Ces symboles n'ajoutent aucune spécificité en eux-mêmes. Donc, si vous vous retrouvez avec des sélecteurs universels ou des combinateurs, ils n'ont aucun poids. Ils n'ont aucun poids. Ce n'est pas parce que vous définissez. Vous voyez ici. Ici, la règle 1 et 2 ont la même spécificité. Vous voyez. Ici, vous avez un sélecteur de chaînage et à côté, vous avez un combinateur descendant. Nous avons vu ça dans l'épisode précédent lorsqu'on présentait les sélecteurs. Les deux règles ont deux classes et le symbole combinateur lui-même n'ajoute rien à la spécificité. Donc, ce n'est pas parce que vous avez défini les choses ainsi que il y aura une précision. Que ce soit pour les symboles spéciaux comme les sélecteurs universels ou pour les combinateurs, ils n'ajoutent aucune spécificité à cela. Donc, voilà un autre exemple que j'ai pris. Dans cet exemple, la règle 2 aura une spécificité plus élevée. Et c'est la valeur orange qui prévaudra pour cet élément. Parce que la règle 2 utilise un sélecteur de type qui a certes une spécificité plus faible dans la hiérarchie des spécificités. Là, le sélecteur de type est le plus faible. Nous l'avons vu. Le premier, c'est le sélecteur d'identité. Le deuxième, c'est le sélecteur de classe. Et le troisième, c'est le sélecteur de type. Donc, le sélecteur de type, bien qu'il soit faible, face au sélecteur universel, bien évidemment, il est le plus fort. Parce que le sélecteur universel n'a aucune spécificité. Donc, dans le cas de plusieurs déclarations, elle a la même spécificité. Ça, c'est un point très important. Lorsque vous retrouvez, par exemple, dans ce cas-ci qu'on a vu plus haut, dans le cas-ci qu'on a vu plus haut, pour ce cas-ci, bien évidemment, pour une situation où les déclarations ont la même spécificité, c'est la dernière déclaration qui est appliquée.
Donc, il ne faut pas oublier ça. Lorsque le CSS se retrouve avec des déclarations qui ont la même spécificité, c'est la toute dernière qui est appliquée. Nous passons maintenant au deuxième élément de la cascade. Nous avons fait le premier élément qui portait sur la spécificité. Passons au deuxième élément. Il faut savoir que toutes ces leçons nommées cascade n'est utile dans le sens que lorsque le CSS se retrouve avec des règles contradictoires pour un même élément HTML, c'est-à-dire vous le demandez, mais celui-ci, vous le demandez, mais les paragraphes en rouge, et dans une autre déclaration, vous dites, mais le paragraphe en vert. Dans ce cas, il se retrouve dans la situation où vous lui demandez en même temps de mettre le paragraphe en rouge et en même temps de mettre le paragraphe en vert. Donc, il doit bien évidemment prendre une décision. Et ce que nous sommes en train de présenter, c'est comment il arrive à prendre la décision. Nous avons parlé dans le premier volet de la spécificité. On a abordé cela, ce que vous avez vu, ce que je parle depuis près de 30 minutes. Dans le deuxième volet, c'est ce que nous allons aborder maintenant, qu'on appelle l'inhéritance, ça c'est en anglais, ou héritage en français. L'héritage fait référence à certaines propriétés CSS qui, lorsqu'elles sont appliquées à un élément, sont héritées par des descendants de cet élément, même si nous n'écrivons pas explicitement de règles pour ces descendants. Les propriétés basées sur la typographie, comme color, font size pour la taille de la police, font family pour la police a choisi, sont généralement héritées, alors que la plupart des autres propriétés ne le sont pas. L'exception à cela est lorsque vous citez directement un élément, car cela bat toujours l'héritage. Cela a toujours préséance sur l'héritage. Prenons un cas bien précis avec l'exemple que nous prenons depuis. Nous allons prendre cet exemple très rapidement. J'ai copié et je vais enlever les règles que j'ai définies dès le départ. Je enlève encore ceci. J'enregistre. Alors, vous avez là notre titre H2 avec classe child et sélecteur d'idées parent. Alors, quelles sont les règles CSS? Nous avons les règles CSS ici. Les règles CSS disent ici. On a sélectionné la classe. On a dit tous les éléments qui ont la classe parent doivent avoir la couleur rouge. Et tous les éléments qui ont, je vais dire, l'identité, le sélecteur d'identité parent doivent avoir la couleur rouge. Et les éléments avec classe child doivent avoir la couleur bleue. Alors, la question que vous devez vous poser, quelle est donc la couleur de notre titre curriculum vitae? Nous allons aller actualiser pour voir. Non, pas ici. On constate que c'est de couleur bleue. Donc, cela a pris l'élément child. Bien que l'élément parent ait une spécificité plus élevée, voilà, parce que c'est un sélecteur d'identité. Bien que l'élément parent ait une spécificité plus élevée avec l'élément child qui a le style color bleu sera appliqué à l'élément puisque cette déclaration le cible directement. Tandis que color red est uniquement hérité du parent. Donc, child, ici, cible directement ceci, alors que si on appliquait celui-ci, c'est hérité du parent. On a abordé la notion de parent-enfant lorsqu'on parlait de l'imbrication. Donc, voilà un cas. Ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Par contre, s'il n'y avait pas l'élément child, par exemple, prenons un exemple, j'enlève ceci. Et ici, j'enlève, disons que cela n'a pas la classe child. Allons-y, vous allez voir ce qui devait se passer. Bien que je n'ai pas, vous voyez bien, la couleur rouge. Vous voyez bien que je n'ai pas défini le CSS pour H2, comme il est à l'intérieur de div qui est le parent de l'autre div qui est le parent, il l'hérite automatiquement même si j'enlève ce div. Je vais l'enlever pour que vous puissiez voir les points et questions. Supposons que j'actualise. Et là, tu vois la couleur rouge. C'est-à-dire, bien que je n'ai pas défini de CSS, vous voyez bien dans mon style, il n'y a pas un CSS qui a été défini pour H2. Il n'y a pas.
je n'ai pas sélectionné H2 comme j'ai sélectionné le H1 ici, qui a la couleur orange ici. Je n'ai pas sélectionné le H2, mais vous vous étonnez pourquoi il a la couleur rouge alors que je n'ai pas sélectionné. C'est cela qu'on appelle inhéritance. Donc, bien que la propriété, c'est ça qui n'a pas été spécifié, ou on n'a pas défini de règles CSS à appliquer à H2, il hérite bien évidemment des règles qui ont été définies pour le parent. Comme il est imbriqué ici, comme vous pouvez le voir, il est imbriqué à l'intérieur du parent. Vous voyez bien, il est à l'intérieur de la balise div qui est sa balise parent, et lui il est l'enfant de la balise div. Comme on a défini une règle CSS pour div, il hérite automatiquement des règles qui ont été définies pour son parent. Vous voyez, donc je fais cet exemple pour lui. On n'a pas défini de règle pour H2, mais il hérite. C'est ça l'inhéritance. Donc c'est l'un des facteurs qui entre dans ce qu'on appelle la cascade, qui est là pour résoudre les conflits CSS. Le troisième élément qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'ordre des règles. Je dis bien, la cascade a trois facteurs qui rentrent en compte pour déterminer quel élément, quelle règle CSS appliquer à notre document HTML lorsqu'on est en face d'un conflit et qu'il faut décider quelle est la règle. Le conflit vient du fait qu'il y a une même règle qui s'applique, plusieurs règles qui s'appliquent à un seul élément, et le CSS doit définir la règle prioritaire. On a dit le premier élément de décision, c'est la spécificité. Le deuxième élément, c'est l'héritage. Le troisième élément, c'est l'ordre des règles. Le dernier facteur utilisé par la cascade pour déterminer quelle règle appliquer à notre code HTML est l'ordre des règles. Considérons qu'après la prise en compte de tous les autres facteurs, spécificité et héritage, il existe encore plusieurs règles conflictuelles ciblant un élément. Comment la cascade détermine-t-elle la règle appliquée? Tout simplement, la règle qui a été définie en dernier est la gagnante. Voilà un exemple bien précis. Si on a un élément qui a deux classes, la classe alert et la classe warning, c'est-à-dire vous avez un seul élément qui a à la fois la classe alert et la classe warning, et on dit ok, si l'élément a la classe alert, il doit être de couleur rouge, et si l'élément, je vais rapidement illustrer cela pour que vous puissiez voir dès que pas une question. Allons-y, prenons ceci, allons dans notre fichier. Allons dans notre style, je vais effacer là. Je vais mettre cet élément. Donc, j'ai dit le même élément, je viens ici, je dis, ok, dans mon H2, je mets, j'enlève parent, et là, je mets la propriété classe. Ok, dans classe, je dis, ok, il y a alert, et il y a warning. Bon, maintenant, si je mets alert et warning, le CSS dit, ok, si tu me rencontres un élément HTML qui a la classe alert, donne-le la couleur rouge. Et le même CSS me dit, si tu me rencontres un élément qui a un warning, donne-le la couleur jaune. Mais je suis ici avec un élément qui a à la fois la classe alert. Alors, quelle décision le CSS doit prendre pour cet élément? Si vous allez dans notre fichier, vous actualisez, vous voyez, c'est la couleur jaune. Pourquoi c'est la couleur jaune? Très simplement, tout simplement parce que pour un élément qui a à la fois les classes alert et warning, la cascade passerait par tous les autres facteurs, y compris l'héritage. Il n'y a rien ici, nous avons vu. Et la spécificité, aucune règle n'est plus spécifique que l'autre. Étant donné que la règle warning est la dernière définie, aucun autre facteur n'a été en mesure de déterminer quelle règle est appliquée. C'est celle qui s'applique à l'élément. C'est pour cela que vous voyez, bien évidemment, dans l'exemple que nous avons pris, elle est jaune. Voilà, donc. Ce sont des points pour lesquels, pour maîtriser, vous devez faire des simulations. Vous pouvez vous servir de ce que j'ai fait durant ce cours, et bien évidemment, cela va vous permettre d'automatiser comment on dit ça, d'avoir beaucoup plus d'intuition sur comment le CSS arrive à déterminer quelle règle appliquer, quelle règle n'est pas appliquée. Mais si vous avez des soucis pour savoir quelle règle a été appliquée ou quelle règle n'a pas été appliquée, il y a ce qu'on appelle l'inspecteur que nous fournit tous les navigateurs, Chrome en premier. Chrome nous permet d'inspecter
les éléments, et nous allons voir ça tout de suite. Être capable d'inspecter et de déboguer votre code HTML et CSS est essentiel au développement web. Donc dans cette partie, nous allons balayer très brièvement ce que notre navigateur nous offre pour avoir les éléments détaillés à la fois sur nos éléments HTML et sur nos règles CSS. Et cela va nous permettre, lorsqu'il y a problème, de trouver quel est le problème et de résoudre le problème. Donc nous allons voir comment on arrive à inspecter les éléments. La première chose que vous devez voir, c'est que il y a un inspecteur qui est inclus dans votre navigateur. Et pour y accéder, il suffit tout simplement d'aller, et nous allons l'illustrer avec notre page homepage de Keke, avec le clic droit. Vous voyez, à la dernière page, vous allez, le dernier élément, vous allez voir inspecter. Lorsque vous cliquez inspecter, on va se retrouver à la fenêtre que nous avons vue plus haut. Et dans la fenêtre, vous avez deux grands blocs. Vous avez un bloc ici, vous êtes à éléments ici. Il ne faut pas vous intéresser aux autres points. Vous pouvez bien évidemment configurer comment cet élément se présente. Vous pouvez bien évidemment configurer ici, là. Vous avez la possibilité que l'inspecteur d'éléments apparaisse en bas, il apparaisse à gauche, ici, et il apparaisse à droite, ici, ok, il apparaisse par le bas. Ici, ce que nous avons. Prenons par exemple par le bas, c'est au choix. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Dans la rubrique éléments, vous avez tous les éléments HTML que vous avez établis. Vous pouvez voir bien tout ce que nous avons établi ici. Vous voyez bien. Et lorsque vous voulez aller dans les détails, vous voyez une espèce de petite flèche que vous pouvez cliquer qui est déroulante, une flèche déroulante pour avoir les détails. Donc, il y a tout ce que nous avons comme document HTML ici bien présenté dans la rubrique éléments. Et lorsque vous allez plus à côté, vous allez voir une fenêtre. Dans la rubrique style, vous avez votre code CSS. Par exemple, vous voyez bien, comme l'élément body est sélectionné, il y a le code CSS qui régit l'élément body. Et à côté, vous avez la user agent style 6, ce qui veut dire que ce code CSS que vous voyez, c'est le code qui a été attribué par le navigateur. Ce n'est pas vous qui avez saisi ce code. Je vous ai dit dès le départ, plus haut, qu'il y a des styles par défaut. Quand on dit par défaut, c'est-à-dire cela vient avec le navigateur. Le navigateur définit des styles par défaut. Il faut savoir que cela existe. Et parfois, on a des rendus graphiques qu'on ne reconnaît pas, tout simplement parce qu'il y a un style par défaut qui existe pour les navigateurs. Et c'est grâce à l'inspecteur que vous pouvez voir. Par exemple, pour le cas de body, vous voyez bien qu'il y a deux déclarations CSS qui figurent. Voilà. Donc, voilà comment on accède à l'inspecteur. C'est la suite de ce qui est présent, c'est ce que je viens de présenter. Je vous ai dit que on va se concentrer sur l'élément, les volets éléments et style. C'est ce que nous avons abordé, volets éléments et style. Et pour ces volets, il faut savoir que le volet élément donne la structure HTML de votre page. Voilà, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Vous avez la structure HTML de votre page avec la balise head, la balise body. Et à l'intérieur, nous avons tout ce que nous avons dans notre éditeur de code, de VS Code. Voilà. Et ensuite, dans vous pouvez également cliquer sur l'icône en surbrillance bleue ci-dessus à gauche et si vous voulez n'importe quel élément. Voilà, on l'a vu. Cela ne pose pas de problème. On avance. Lorsqu'un élément est sélectionné, l'onglet style affiche tous les styles actuellement appliqués, ainsi que tous les styles qui sont écrasés, indiqués par un trait barré. Très important, on va aborder cela. Prenons l'exemple. Par exemple, si vous allez dans l'inspecteur, vous cliquez sur le titre H1. Allons-y, on clique sur le titre H1 du VGPetGar. Je vais remonter pour que vous voyez. Lorsque vous voyez bien le titre H1, vous cliquez là-dessus. Vous avez là deux fenêtres qui s'affichent. Il y a la fenêtre style.css. Ça, c'est ce que moi j'ai saisi dans mon fichier style.css. Vous voyez bien, j'ai saisi couleur bleue et j'ai saisi background orange. C'est cela. À côté, vous voyez bien une autre case qui s'affiche User Agent Style 6. Ici, ce sont les styles, ce sont les déclarations CSS par défaut.
donc qui viennent avec le navigateur. Vous voyez bien, il y a une série de déclarations qui sont alignées. Je vais cibler une déclaration. Prenons par exemple cette déclaration font size, la taille de la police. Il dit 2 EM. Je vais aller dans mon fichier VS Code et taper la même déclaration pour H1 mais en mettant 3 EM. Allons-y. C'est une expérience que je fais. Je pars dans mon fichier VS Code. Je mets la même chose. C'est font size qui était là. Et je mets 3 EM. 3 EM. Voilà. Dans le navigateur, c'est l'un des styles par défaut proposés par le navigateur. Qui dit font size 2M. Moi, je vais mettre font size 3M. EM. Je vais enregistrer et voir ce que ça donne. J'actualise. Vous voyez que qu'est-ce qui se passe lorsque je définis cela veut dire que j'ai agrandi encore plus la taille de la police telle que définie par défaut par le navigateur. Comme le navigateur avait défini 2M, moi j'ai dit moi je veux pas ça, j'ai mis 3M. Il a bien agrandi et vous voyez que cela apparaît ici. Font size 3M. Chose curieuse, vous voyez bien, il est barré. Cela veut dire que le navigateur par défaut, ou je vais dire le style par défaut, la déclaration CSS par défaut a été écrasé. C'est comme ça qu'on appelle écrasé. Donc, en définissant un style, une règle, une déclaration CSS qui rentre en conflit, la déclaration avec le style par défaut, le style par défaut s'efface et laisse sa place à ce que moi j'ai défini. Voilà. Donc, je pense que j'ai été clair sur ce point. Donc, c'est ce que j'illustre ici, là, bien évidemment, comme vous voyez à l'écran, en définissant une police qui rentre en conflit avec le style par défaut. Le style par défaut est écrasé. Ok. Nous allons continuer avec notre cours. Le volet style vous permet également de modifier les styles directement dans le navigateur. Vous pouvez cliquer à l'intérieur de n'importe quel sélecteur individuel pour ajouter une nouvelle règle ou sur un attribut ou une valeur existante pour la modifier. Parce que il peut arriver lorsque vous êtes en train de développer votre site, vous voulez faire des tests sans nécessairement aller à chaque fois taper la chose dans votre éditeur de code pour pouvoir actualiser comme je le fais. Par exemple, si je voulais tester une autre couleur, par exemple, je dis ok, la couleur bleue, elle ne m'intéresse pas. Non. Si je dis la couleur bleue ne m'intéresse pas, je vais peut-être tester comment le vert se comporte avec l'orange en arrière-plan. Je pouvais bien arriver, je mets green. Et lorsque vous mettez, vous voyez bien, cela change. Je dis ok, même la couleur d'arrière-plan, je vais voir comment, par exemple, le violet se comporte avec et je le mets là. Donc je viens ici, je change, je mets 2 EM et je peux faire les différentes tests. Je dis ok, le violet, cela n'affecte pas mon site web, bien évidemment, c'est juste pour faire du test et cela ne touche en rien votre code qui reste pareil dans votre éditeur de code. Donc grâce à cela, je peux mettre là par exemple j'ai ok le gris, voilà, et puis il y a des différentes modifications que vous pouvez faire et même ajouter d'autres éléments là-dessus. Par exemple, je peux ajouter qu'est-ce que je peux ajouter? L'alignement des tests aligne. Ok, il propose même des éléments comme un peu comme votre éditeur, vous voyez. Donc il y a beaucoup d'autres éléments que vous pouvez ajouter pour ce qui concerne voilà, oui. Donc ce sont des tests que vous pouvez faire sans toutefois toucher à votre éditeur de code pour voir comment les choses se présentent visuellement
et bien évidemment aller ajuster, mettre à jour votre code. Donc c'est pour cela que le titre est intitulé test de style. Bon, je vais dire test de style dans l'inspecteur. Donc cela n'affectera pas le code sur votre éditeur, mais il est extrêmement utile pour tester rapidement divers attributs et valeurs sans avoir à recharger la page encore et encore. Voilà, c'est ce que j'illustre ici. Donc, ce que je vais conclure, c'est tout simplement, je vais vous donner ces liens que vous pouvez aller lire pour avoir plus de détails pour ce qui concerne la cascade et l'héritage. Je ne sais pas si j'ai été à la hauteur de ce thème ou de ce concept qui est très important, mais je vais vous donner ces liens parce qu'on est déjà rendu pratiquement à 55 minutes. Je ne savais pas que la vidéo devait aller aussi loin. Le premier lien que je donne, c'est MDN, qui est une référence, je vous l'ai dit, pour le web développement. Vous pouvez lire cet article, Cascade et héritage, qui est assez détaillé. C'est mieux, la répétition est la mère de l'apprentissage. Après ce que je viens de donner, vous pouvez lire et relire comment les autres approchent ce concept qui est très difficile. Le deuxième élément, le deuxième texte que je vais vous donner, c'est cet article d'Amelia Wattenberg qui est très illustré, très important et bien évidemment à jour parce que le standard est régulièrement mis à jour. Il y a des éléments qui entrent dans cet élément. C'est un test très important que je vous conseille de lire. The CSS Cascade or How Browser Resolve Competitive CSS Rule. Donc, il faut savoir que la cascade s'applique uniquement lorsqu'il y a des styles contradictoires ou du moins des conflits dans l'application des déclarations CSS. Donc, elle a un test avec bien évidemment très illustré et vous pouvez voir de quoi il est question. C'est un test que je vous conseille de lire car c'est très animé. Le troisième point, le troisième article que je vous conseille, c'est cet article que vous pouvez lire. Je pourrais faire une recherche à YouTube pour retrouver les vidéos YouTube, mais j'ai une préférence pour les textes écrits, bien évidemment. Parfois les vidéos YouTube, on les lit, on les oublie. Mais c'est pas la pratique que vous pouvez, on les visionne, je veux dire. Donc voilà un autre texte de CSS Strict qui est aussi une ressource très importante pour le CSS. Donc il y a une présentation avec beaucoup d'exemples que vous pouvez voir et bien évidemment vous faites une opinion là-dessus. Donc c'est ce que je vous dis constamment. Un développeur, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui se documente beaucoup. Et bien évidemment, ce n'est que grâce à ça que vous pouvez vous pouvez déceler les ambiguïtés qui existent parfois dans certains points de votre apprentissage. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que ce soit la cascade que nous avons vu avec ces différents facteurs, que ce soit la spécificité, l'héritage ou l'ordre des règles, tout cela vise à contrôler la manière dont le CSS est appliqué au HTML et bien évidemment la manière dont les conflits sont résolus. Très important. Voilà, nous avons terminé avec cet épisode. J'espère que j'ai pu, peut-être en tâtonnant, faire de mon mieux. Demain, nous allons aborder un autre concept qui est très important qu'on appelle le box model. Vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Vous trouverez le lien vers ce slide, vers cette présentation. Vous pouvez reprendre ce que j'ai fait. Si je me suis trompé, vous pouvez refaire les choses. Et bien évidemment, allez lire tout ce que j'ai proposé comme lecture et pratique. Et demain, on se retrouve pour aborder le box model qui est aussi un gros morceau. J'espère que je ne vais pas faire une heure, mais le box model, c'est un très gros morceau et c'est très important pour le CSS. On se retrouve demain pour une autre vidéo.